Vous écoutez les podcasts de Wati. Nous avons le plaisir d'accueillir Ousseynou Gueye. Ousseynou Gueye est fondateur de l'association Polaris qui œuvre pour l'éducation numérique, l'éducation digitale des jeunes, mais aussi des moins jeunes. Nous allons aujourd'hui discuter de sujets liés au numérique. Bonjour Ousseynou. Bonjour Fadel. Comment vas-tu? Ça va très bien, content d'être là. Ousseynou, est-ce que tu peux nous dire un peu plus de toi? Quel est ton parcours? Alors oui, avec plaisir. Moi je suis un jeune Sénégalais. Aujourd'hui j'ai 28 ans. J'ai eu la chance de faire mon parcours d'ailleurs dans la même école que toi, le Britannique militaire de Saint-Louis, d'où je suis sorti en 2012. Donc ensuite j'ai fait des études en droit et sciences politiques. J'ai eu une licence tronc commun droit et sciences politiques. Ensuite j'ai fait une année de césure quand même, qui m'a beaucoup aidé à l'époque. C'était en 2014. J'ai fait une année où j'ai travaillé pour une ONG de la place qui s'appelle Ashoka. Ashoka qui est le plus grand réseau mondial d'entrepreneurs sociaux. Donc, et je travaillais au sein d'un programme qui s'appelle Changemaker, qui avait pour objectif de sourcer, d'identifier et d'accompagner de jeunes innovateurs sociaux qui avaient moins de 25 ans sur tout le continent. À la suite de cela, j'ai eu la chance de rejoindre Google en France, où j'ai travaillé pendant 4 ans. Et je suis revenu dans mon pays en janvier 2020 au Sénégal pour m'investir au développement de notre continent et de notre pays, pour travailler toujours sur les mêmes sujets finalement d'éducation. Je pense que ce que je fais actuellement est vraiment en étroite adéquation avec tout ce que j'ai pu faire depuis que j'ai commencé ma carrière professionnelle. Et j'ai le plaisir de diriger une association qui s'appelle Polaris National et qui aujourd'hui accompagne les jeunes sur les enjeux du numérique, notamment sur les questions de sécurité sur le numérique, de e-security ou bien de e-protection, mais aussi sur les questions d'employabilité sur le numérique, sur les questions de participation politique, etc. L'idée en gros c'est de faire en sorte que les jeunes dans un monde numérique puissent saisir les opportunités qui s'offrent à eux. Ousseynou, lorsque je t'ai présenté comme expert du numérique, mais tu me dis que le numérique est seulement un prétexte pour travailler sur la jeunesse. Pourquoi le numérique est le prétexte idéal pour travailler sur les questions de jeunesse? Le numérique, c'est le prétexte idéal parce que s'il y a une chose qui a transformé nos sociétés, c'est le numérique. Je vous donne des chiffres. On a à peu près des jeunes, notamment dans les centres urbains, qui passent en moyenne 4 heures de temps par jour sur Internet. Les jeunes sont connectés. Moi, j'aime le dire, ils ne sont même plus connectés, ils vivent connectés. Les jeunes vivent connectés. C'est-à-dire, avant, il y a peut-être 10 ans, quand j'étais plus jeune, quand j'avais même plus 15 ans, quand j'étais chez moi, pour me connecter, je me réveillais, j'allais jusqu'au salon, j'allumais la DSL, le modem, je branche le truc, j'allume l'ordinateur fixe et je me connecte. Ensuite, j'éteins l'ordinateur, je suis plus connecté. Maintenant, on vit connecté, on se connecte plus. Même quand on dort, nos téléphones continuent de marcher, nos applications, etc. Quand on se réveille, la première chose qu'on fait, c'est avoir son téléphone. Et c'est la dernière chose qu'on fait avant de se coucher, c'est son téléphone. Il y a une étude qui l'a si bien démontré. On a demandé à des jeunes entre 15 et 25 ans quel est le temps qui sépare votre réveil et votre première utilisation du smartphone et quel est le temps qui sépare votre dernière utilisation du smartphone et votre sommeil. On était à moins de 5 minutes. Moins de 5 minutes. Moins de 5 minutes. Ça illustre bien qu'on vit connecté. Cela étant dit, on est super connecté. Maintenant, cela va avoir des répercussions dans nos habitudes de vie, dans nos habitudes de consommation qui ont beaucoup évolué. On ne consomme plus les choses de la même manière. Quand je parle de consommation, je veux dire, on n'achète plus de la même manière. Aujourd'hui, pour acheter un produit, tu vas aller sur Internet, sur Google pour vérifier c'est quel produit. On n'a plus accès à l'information de la même manière. Aujourd'hui, pour lire des revues de Wati, on ne va pas forcément aller dans une bibliothèque ou bien trouver des choses en physique. On va aller sur le site de Wati et on va lire. Aujourd'hui, pour avoir accès à de l'information quotidienne sur le pays, on ne va plus acheter un journal à 100 francs. On va aller sur Dakaractu, sur Serveur, on va aller sur les plateformes en ligne, etc. Donc ça a modifié complètement nos habitudes de vie, nos habitudes de consommation, précisément, mais de manière globale, nos habitudes de vie, comment on vit. On ne s'éduque plus de la même manière, on ne se forme plus de la même manière, on n'interagit plus de la même manière, on ne travaille plus de la même manière. Donc le numérique, en fin de compte, c'était vraiment ça l'objectif de ma démonstration, c'était de prouver que c'est l'outil. Aujourd'hui, s'il y a un outil qui a transformé le monde et qui a transformé nos vies et nos habitudes de vie, c'est le numérique.
et qui a un impact sur tous les domaines de la vie. Sur l'accès à l'information, sur notre participation politique, sur notre éducation, sur l'employabilité, sur les emplois de demain, etc. Donc le numérique, définitivement, c'est un excellent prétexte finalement pour travailler sur les questions de jeunesse, sur les questions d'éducation, d'employabilité, etc. Cela a un impact aussi sur la vulnérabilité des jeunes. Il y a beaucoup de parents qui nous écoutent, ou bien de futurs parents, et tout le monde est assez protecteur avec ses enfants, mais aujourd'hui, le plus grand danger pour ces enfants-là, c'est le numérique, c'est le harcèlement, c'est la piraterie, c'est tous ces dangers-là qu'il y a derrière un téléphone portable et auxquels les enfants doivent faire face. Comment, toi, tu vois cette question de sécurité numérique-là? C'est la première question. Quand on parle de numérique, le premier enjeu, pour moi, pour des jeunes, c'est la question de l'usage avisé des outils numériques. C'est la question de la confiance. Quelle relation de confiance entre les jeunes, entre l'utilisateur et l'outil numérique? Pour moi, c'est la première question. Des chiffres, encore des chiffres. Parmi ces jeunes qui sont très connectés, il y en a au moins 9 jeunes sur 10 ont au moins une fois fait face à du contenu inapproprié. En parlant de contenu inapproprié, ça peut être du contenu à caractère sexuel, qui est plus connu. Mais c'est pas que ça, ça peut aussi être du contenu de jeux. Des jeux de hasard, des jeux d'argent, ça peut être du contenu qui fait la promotion de la violence et de la haine. Donc aujourd'hui, en termes de confiance et de sécurité, ça pour moi c'est vraiment le premier défi. Aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment une chance à accompagner les jeunes à avoir un usage avisé d'Internet. C'est-à-dire à être suffisamment outillé pour faire face à ces dangers du numérique. Ces dangers du numérique que tu viens d'énumérer, tu as le dark web, tu as le piratage, tu as le harcèlement, tu as les contenus inappropriés, tu as vraiment plein d'insécurités. Et aujourd'hui, je pense qu'on gagnerait, nos États, nos sociétés civiles, gagneraient à accompagner notre jeunesse à avoir, je ne parle même pas de compétences, ce ne sont pas des compétences, ce sont des aptitudes de base. Avoir ces nouvelles compétences de vie, puisque nos vies ont changé par le numérique, ces nouvelles compétences de vie basiques qu'on doit avoir, comment se protéger sur Internet, comment avoir un bon mot de passe, comment protéger ses données personnelles, comment faire pour éviter d'être piraté, comment faire face à du contenu inapproprié, que ce soit du contenu sexuel, que ce soit du contenu de haine, du contenu de la violence, que ce soit du contenu qui promeut par exemple l'extrémisme, comment faire pour se protéger par rapport à ça. Et ça, il y a une dimension jeune, il y a aussi une dimension parent. Donc tu as bien fait de le souligner. Nous, Polaris, il y a 1 an ou 2 ans, on a fait une enquête justement pour avoir plus d'idées sur cette question-là. Donc, comment aujourd'hui s'exerce la parentalité à l'ère du numérique? C'est une question qui se pose. Aujourd'hui, on voit que les parents sont dépassés. 64% des parents, à l'époque, en août 2020, nous disaient qu'ils sont insuffisamment outillés pour accompagner les jeunes de leur entourage, leurs enfants, vers un usage avisé d'Internet. D'où le fait que nous, par exemple, Polaris, on a créé un programme qui s'appelle Mission Parents 2.0, qui accompagne les parents à mieux comprendre les outils numériques, et notamment dans le cadre de la parentalité. Comment mettre en place un logiciel de contrôle parental sur Internet? Parce que accompagner ses enfants sur Internet, c'est pas qu'une question de contrôle parental, c'est pas qu'une question de restriction, c'est aussi une question d'éducation, de dialoguer avec ses enfants. Comment mettre cette culture numérique saine chez son fils ou sa fille, qui fait que quand il sera face à du contenu inapproprié, quand il sera face à certaines tentations du net, il sera suffisamment armé pour faire face à cela. Donc ce n'est pas seulement une question de compétence, ça veut dire comment créer un beau mot de passe, c'est aussi une question de savoir comment vivre avec le numérique. C'est surtout ça. C'est surtout une question de savoir vivre avec les outils numériques. C'est surtout une question de confiance. C'est surtout une question de confiance. Vraiment, comment tu crées un rapport de confiance chez ton fils, ou bien pour le jeune, comment avoir une relation de confiance entre les outils numériques et les jeunes. Quand on parle de relation de confiance, il y a un sujet prépondérant qui revient, c'est la question par exemple des fake news. On sait qu'aujourd'hui, Internet, c'est le terreau des fake news. Une fake news a, je pense, 200 fois plus de chances d'être répandue qu'une vraie information. Donc, comment aujourd'hui préparer les jeunes aussi, en parlant de confiance, comment préparer les jeunes à ces questions de désinformation, à ces questions de fake news. Dans une étude qui a été faite par l'UNICEF, on sait que 70% des jeunes aujourd'hui disent s'informer par le canal du net. Et on a 2 jeunes sur 3 qui disent se fier uniquement à leur intuition pour savoir si une information est avérée ou pas.
C'est-à-dire que les jeunes n'ont pas forcément des armes aussi pour reconnaître c'est quoi une fake news, c'est quoi de la désinformation, de la manipulation sur Internet. Donc comment également accompagner les jeunes à créer cette relation de confiance par rapport aux outils numériques. Je pense que ça peut être des questions extrêmement importantes. Il y a aussi beaucoup d'espoir que donne le numérique, notamment en termes d'employabilité, de création de nouvelles chaînes de valeur modernes. Lorsqu'on voit des entreprises ici au Sénégal comme InTouch, comme Paydunia, qui en quelques petites années se sont érigés comme des mastodontes dans leur domaine, là où par exemple dans le domaine de l'agriculture nous n'arrivons pas, et dans plusieurs autres pans de l'économie, nous n'arrivons pas à créer des champions nationaux, on se dit que peut-être que le numérique est une solution, une option, une opportunité pour les jeunes et pour l'employabilité des jeunes. Qu'en penses-tu? Je vais d'abord revenir sur la question des entreprises. Tu fais très bien de dire cette vague de startups qui commence à naître et qui ont de très forts potentiels. Et donc le numérique peut être un levier de croissance pour des startups et pour des PME d'ailleurs. Pour des PME, c'est surtout pour les PME. D'ailleurs, ça c'est aussi un combat qu'il faut mener. Comment faire pour que le numérique ne profite pas qu'aux géants, c'est-à-dire à Google, Facebook, Orange, Sonatel, etc. Mais comment faire pour que les PME, les TPME de nos quartiers puissent utiliser le numérique pour aller vers la croissance. Aujourd'hui, on sait aussi, toujours des chiffres, qu'une entreprise qui a réussi sa transformation numérique a 3 fois plus de chances de croître qu'une entreprise qui a raté sa transformation numérique. Sur quoi réussir sa transformation numérique? C'est est-ce qu'aujourd'hui ta cible, tes utilisateurs peuvent avoir accès à de l'information ou bien à tes produits sur Internet à travers des plateformes qui sont très design, qui sont user experience, je sais pas comment expliquer ça, qui sont intuitifs, voilà, qui sont intuitifs, facilement navigables, etc. Et ça, c'est vraiment une opportunité pour les grands groupes, mais surtout pour les tout PME, pour les toutes petites et moyennes entreprises. C'est-à-dire pour le boulanger du coin, pour l'artisan du coin, pour valoriser finalement le produit qu'il fait, pour l'artisan, pour le peintre. Et ça pose aussi une autre question, c'est la question finalement aussi de l'agritech. Nous sommes dans des pays qui vivent pas mal d'agriculture, où les zones rurales. Et aujourd'hui, quand tu vas voir ces gens-là, ils te disent qu'on n'a pas de route pour amener nos produits sur la route, on n'a pas de camion pour amener nos produits à Dakar pour les vendre et tout. Le numérique peut être une solution avec les sites e-commerce, on parle d'agritech. Voilà. Comment utiliser le numérique pour créer ces chaînes de valeur, pour faire que ces produits-là qui se trouvent à Bakel et tout puissent être même vendus avant même d'être récoltés par des gens qui sont à Dakar et tout. Et vraiment, la technologie a un apport à apporter dans ce domaine-là. C'est un peu dommage qu'on n'utilise pas encore suffisamment. Mais il y a des gens, il y a des solutions, il y a Baysedo qui existe, il y a Soreto qui existe. Il y a vraiment, je vois, des jeunes Sénégalais qui commencent à utiliser le numérique pour vraiment créer des chaînes de valeur agricoles pour permettre à ces jeunes agriculteurs à nos moments, à nos papas aussi qui sont dans le monde rural, de pouvoir écouler leurs produits, à des artisans, de pouvoir faire valoriser leur savoir-faire. Tout ça, c'est vraiment important. Le numérique, donc, est vraiment, en termes d'économie, sur la question économique, le numérique est un véritable levier de croissance économique. Mais pour toi, comment on peut faire? Tu as parlé de Sonetul par exemple. Comment on peut faire pour avoir beaucoup plus d'entreprises comme ça? Comment les jeunes peuvent tirer profit des opportunités qu'offre le numérique? Alors, c'est une boucle qui est assez grande d'ailleurs, où il y a plusieurs leviers qui entrent en jeu. Aujourd'hui, on peut acheter en ligne avec Wave, avec Orange Money, on peut acheter des services, on peut payer des services et tout. Donc ça, il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits dans le domaine de la fintech et qui peuvent permettre de... Donc ça, c'est un levier. L'autre levier, c'est la formation, bien sûr, c'est l'éducation. C'est comment faire pour que finalement, toutes ces personnes-là puissent avoir des aptitudes basiques en digital. Et l'opportunité que le digital nous offre, vraiment, pour avoir fait plusieurs pays, c'est un secteur qui est extrêmement ouvert en termes de compétences, en termes d'apprentissage. Moi, j'ai vu des gens qui ne savaient pas forcément écrire ni lire le français, mais qui ont été capables d'utiliser le numérique pour se développer, d'utiliser des outils comme WhatsApp, d'utiliser des outils vraiment extrêmement intuitifs. Le numérique, ce n'est pas une question de data scientist, c'est pas que ça. Ce n'est pas une question d'intelligence artificielle qui fait peur, non. C'est aussi des compétences très basiques que n'importe qui peut vraiment avoir. Il y a la question des arabisants, par exemple, qui s'est posée. Il y a quelques mois, j'étais en réunion avec des arabisants, des jeunes qui ont la même formation que toi et moi, parfois même plus,
mais qui ont juste la malchance, dans un pays francophone, de ne pas être bien en français, de ne pas être bien avec la langue officielle, avec la langue française. Et donc, qui reviennent dans ce pays et qui ont des problématiques d'insertion professionnelle. Le numérique, par exemple, peut être vraiment un levier pour insérer ces artisans-là. Moi, en France, ou bien même ici, je vois vraiment des gens qui ont juste le BFM, juste le CE2, mais qui ont vraiment des niveaux d'éducation pas super élevés, mais qui sont surtout dans le numérique, qui parviennent à créer des solutions numériques et à en vivre. Donc, je pense qu'il y a tout un écosystème, en tout cas, tout un écosystème dont je pense le cœur de l'écosystème, c'est certainement l'éducation au numérique. L'éducation et la formation sur les compétences du numérique. Et quelles sont les qualifications qu'il faut avoir? Enfin, un jeune qui nous écoute et qui se dit que moi, je veux me former aux compétences du numérique pour avoir beaucoup plus d'opportunités, par où il faut commencer? Alors, déjà, il faut commencer par trouver sa vocation. Trouver un métier qui est entré avec ses aspirations et sa personnalité. Le numérique a aussi cela comme opportunité, que c'est très vaste. C'est-à-dire qu'on soit à l'aise dans la littérature ou dans la science ou dans les séries techniques, tout le monde peut trouver sa place dans le numérique. Donc pour moi, vraiment, la première étape, c'est de se poser la question, parmi cette panoplie de métiers que je veux, qui existent dans le numérique, qu'est-ce qui me conviendrait le mieux? Moi, je suis un littéraire, par exemple. Moi, j'ai fait un bac L et tout. Genre, quelqu'un qui aurait fait un bac L, il serait bien sur les métiers de copywriting, sur les métiers de community management, voilà, qui demandent beaucoup de compétences littéraires. Quelqu'un qui serait bien à S, il pourrait faire un métier de data scientist, il pourrait faire un métier de data analyst, un métier dans l'intelligence artificielle, dans le référencement naturel. Donc vraiment, c'est ouvert à tous. Le numérique a aussi cela vraiment comme opportunité. C'est pas exclusif, c'est vraiment inclusif. Chacun peut y trouver sa place. Et il y a aujourd'hui par où commencer. Moi, je conseillerais de commencer peut-être de tâter le terrain avec des formations qui sont déjà en ligne, qui existent en ligne. Donc aujourd'hui, vous avez des centaines de formations sur le numérique qui existent et qui sont pour la majeure partie gratuites. Donc vous vous formez avec 0 francs. Et mieux, parfois, à la fin, vous avez une certification qui peut vous permettre de valoriser votre profil, que vous pouvez mettre dans votre CV. Vous avez la plateforme, bien sûr, Google Atelier Numérique, pas que vous avez des plateformes comme YouKnow, vous avez des plateformes comme Open Classroom, comme Udemy, comme Coursera. Vous avez CEMA, qui est une plateforme MOOC africain également, que les gens peuvent utiliser. Il y en a vraiment pas mal où les jeunes peuvent déjà aller tâter le terrain. Il y a plein de certifs qui existent en ligne pour s'entraîner, et si le domaine les intéresse davantage, pourquoi pas réfléchir à intégrer une formation courte ou peut-être pas forcément courte. Donc ça aussi, c'est une opportunité que les jeunes ont. Ils ont la chance de suivre des filières longues dans le numérique, par exemple d'aller dans une école comme ISM Digital Campus ou bien à l'université de Thiès ou autre et suivre des cursus LMD dans le numérique. Tout comme tu peux avoir l'opportunité d'aller te former sur un métier très spécifique, par exemple le métier de développeur web ou de community manager, avec des organismes comme Polaris, comme Simplon, comme plein d'autres, où en 6 mois, on te donne une spécialisation, tu es bon quelque part et tu peux être rapidement employable. Donc il y a vraiment plusieurs opportunités qui existent pour les jeunes qui nous écoutent pour s'insérer dans le domaine du numérique. Est-ce que pour toi, tous les jeunes doivent être engagés politiquement ou bien être engagés, avoir un engagement citoyen? Merci. Parce que moi, je fais la différence entre l'engagement politique et l'engagement citoyen. Je pense d'ailleurs que les mots de l'Afrique, les mots de nos pays, viennent en grande partie du fait qu'on n'est pas suffisamment mobilisé en tant que citoyen. Ça, j'en suis convaincu. Et d'ailleurs, peut-être qu'on aura l'occasion d'aborder ce sujet. Le numérique peut aussi être un levier pour stimuler la citoyenneté. Comment? Parce que la politique ici au Sénégal, par exemple, ce qu'on constate, c'est que la politique faillit à réveiller l'engagement des citoyens. Les jeunes sont de moins en moins désengagés de la politique. Ils s'expriment toujours, certes, mais ils ne font plus partie de partis politiques. Ils sont de moins en moins dans des mouvements politiques. Comment le numérique peut réveiller l'engagement citoyen qui dort chez les jeunes? Je trouve que le numérique le réveille déjà, d'une certaine manière. Je ne sais pas si vous connaissez le phénomène VAR. Oui. Voilà, le phénomène VAR. C'est-à-dire quand un homme politique fait une promesse, après fait le contraire de sa promesse ou après se dédie. Et immédiatement, vous voyez des jeunes qui partagent ça, VAR. Et on voit des millions de vues.
Ce sont des jeunes qui en physique n'allaient jamais avoir un acte citoyen ou peut-être politique entre guillemets. Parce que c'est un acte citoyen très proche de la politique que de liker ou de partager une vidéo vague par exemple. Aujourd'hui, on voit les jeunes qui le font. On voit des jeunes qui, quand le président ou quand le ministre, ils font des publications sur Facebook, je sais pas si vous lisez les commentaires, même s'il y a tout à dire sur ces commentaires, voilà, même s'il faut aussi qu'on ait un esprit critique, je sais que c'est très compliqué d'avoir un débat constructif et posé, mais néanmoins, on voit des commentaires, on voit des jeunes qui viennent, qui commentent, on voit des jeunes qui likent des commentaires. Ce sont des mini-actions citoyennes pour moi, qui sont à saluer. Donc pour moi, le numérique déjà, dans ce sens-là, est un levier qui peut favoriser, qui fait que les jeunes qui s'intéressent, qui n'allaient jamais avoir un acte citoyen ou politique, par la facilité du clic ou du like ou du commentaire ou du partage, parce que c'est quelque chose qui te prend 5 secondes, ont un acte citoyen et politique, ce qui est très salutaire et ce qui va déteindre aussi sur son comportement en tant que citoyen. Il se dit, ah, je viens de liker quelque chose qui se trouve sur mon mur. Okay. Peut-être aussi que voilà, ça va peut-être commencer à faire germer des choses en nous. Donc pour moi, le numérique, surtout en termes de contrôle citoyen, de dialogue, d'interaction entre l'homme politique et les jeunes, je pense que le numérique peut être un excellent levier. Ça, c'est des choses basiques qu'on voit sur Twitter, sur les réseaux sociaux, etc. Au-delà, on a des sites comme change.org, des sites de pétition. Il y a une première limite de ça, c'est on voit aussi que ces débats-là, il y a des dérives facilement au niveau de ces débats. Ce ne sont pas forcément des débats tout le temps constructifs et apaisés. Donc ça, c'est la première question. Deuxième question qu'on voit aussi, c'est, vous voyez, il y avait... Moi, j'ai beaucoup réfléchi sur les questions de community organizing. Et par exemple, tu vas avoir des différences entre organizing et mobilizing. Le mobilizing, c'est quelqu'un qui mobilise, mais souvent sur du très court terme. On mobilise pour une cause précise, c'est fini, chacun part. L'organizing va au-delà du mobilizing. L'organizing, c'est mobiliser, mais surtout après structurer, organiser, du mot organizing, pour avoir un impact sur le moyen et sur le long terme. Et il me semble aussi qu'en termes de participation citoyenne au Sénégal, beaucoup de choses que je vois, pour ne pas dire des effets de mode, relèvent simplement du mobilizing et qu'après il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas un réel mouvement, il n'y a pas une réelle structuration qui se crée pour continuer à exercer une pression, à exercer un contrôle citoyen dans le moyen et le long terme. On a des exemples sur lesquels peut-être on reviendra ou pas, mais on a des exemples tout récents d'hashtags, de choses qui sont créées, qui ont fait le buzz pendant une semaine ou un mois. Aujourd'hui, on se demande à moyen et long terme quel résultat. C'est bien. Il faut pas qu'on dise que c'est pas bien. Le mobilizing, c'est déjà bien. Voilà. Je veux juste avoir un Ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a un potentiel d'expression politique et citoyenne sur le numérique qui n'est pas encore suffisamment exploité pour mener à quelque chose qui aboutit à comment changer structurellement le système. Voilà, c'est ce que je veux dire. Wati vous offre cette série d'entretiens avec les élus locaux en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer. Pour découvrir plus de localités des 14 régions du Sénégal, rejoignez le site internet www.senegalpolitique.org.